l'Everest, le Cervin, le Mont Blanc. Tous ces sommets sont sous le feu des projecteurs. On les connaît pour leur ascension mythique, leur altitude remarquable et aussi pour ça. L'Everest peut se montrer impitoyable. 9 alpinistes ont péri sur ses flancs. L'un des plus dangereux. Ceux qui portent un 7, le nombre de morts est disparu cette année sur l'Everest. Et pourtant, le danger de ces sommets n'est rien comparé à celui dont je vais vous parler. Sachez qu'il existe une montagne isolée de tout, une montagne si terrifiante que son nom fait froid dans le dos. L'Ogre, un mastodonte de 7285 mètres, situé dans la chaîne pakistanaise du Karakoram. 7285 mètres de précipices, de parois glacées, de murs de roches infranchissables. Et lorsqu'en 1977, des brillants alpinistes anglais ont décidé d'affronter ce géant, ils ne s'attendaient pas à de telles épreuves. L'histoire de l'Ogre commence en 1892. Un jeune explorateur, Martin Conway, explore alors la chaîne du Karakoram, une chaîne de montagnes reculées, remplie de glaciers gigantesques et de pics rocheux immenses. Et parmi eux, il y en a un qui a marqué Martin Conway, le Banta Brak. Il l'a tellement marqué qu'il le surnommera l'Ogre. Sauf qu'après lui, le Banta Brak tombe dans l'oubli. Les alpinistes de l'époque préfèrent concentrer toute leur énergie sur l'ascension des fameux 8000. Alors, il faudra attendre le début des années 70 pour que des grimpeurs s'attaquent à des sommets moins connus, comme le Banta Brak. Plusieurs tentent l'ascension, une cordée britannique, un alpiniste américain ou encore une expédition japonaise. Mais tous échouent à conquérir la montagne mangeuse d'hommes. Malgré tout, ça ne va pas décourager un homme, un certain Doug Scott. Né le 29 mai 1941 en Angleterre, Doug fait preuve dès l'âge de 12 ans de son talent de grimpeur. Et en 1975, il est le tout premier Britannique à parvenir au sommet de l'Everest. Une ascension remarquable, puisque Doug passa par la face sud-ouest, une face rocheuse et escarpée qui est bien plus difficile que la voie classique. Sauf que Doug rêve de plus grand. Alors, 2 ans plus tard, Doug s'allie au Britannique Chris Bonington pour venir à bout du terrible Banta Brak. Avec son coéquipier, ils forment un parfait duo. D'un côté, le jeune homme brillant et fougueux de 36 ans, Doug Scott, et de l'autre, l'alpiniste aguerri et expérimenté de 44 ans, Chris Bonington. Ils trouvent ensuite d'autres alpinistes britanniques pour les aider dans leur expédition et début mai 1977, notre équipe s'envole pour Islamabad, capitale du Pakistan. Au Pakistan, notre équipe engage alors des porteurs et part en direction du sommet. Nous voilà le 9 juin 1977. Clive Rowland, Antoine, Paul Braithwaite, Nick Escour et bien sûr Doug et Chris débarquent sur le majestueux glacier du Biafo, à l'ombre de la silhouette inquiétante de l'Ogre. L'équipe et ses nombreux porteurs installent leur camp de base à 3800 mètres d'altitude. Ici, nous sommes dans un environnement hostile où il fait 30 degrés le jour et moins 20 la nuit. Débute alors la phase d'acclimatation, qui consiste à faire plusieurs allers-retours pour s'habituer aux hautes altitudes. Lors de cette phase, on en profite aussi pour fixer des cordes, et alors que Doug en installe une, un caillou se dérobe sous ses pieds et dévale la pente. La pierre a atteint la jambe de Paul. Le blessé est rapatrié au camp de base en urgence. Sa blessure ne semble pas trop grave, mais il ne peut continuer à grimper. Cela n'arrête pas nos 5 alpinistes restants qui décident, quelques jours plus tard, de tenter l'ascension. Ils affrontent des murs de glace instables, des dalles lisses et abruptes et de dangereuses plaques de glace en équilibre. Au final, l'expédition de Doug parvient à se hisser à 6100 mètres. Les membres de l'expédition sont tous épuisés, à l'exception de 2 d'entre eux, Nick et Chris. Ils se sentent suffisamment forts et acclimatés pour tenter le sommet. Malheureusement, manquant de vivres et d'énergie, ils échouent. Nos 2 alpinistes téméraires rejoignent alors Anthony, Clive et Doug, honteux d'avoir échoué. Décidément, l'Ogre ne se laissait pas avoir si facilement. 6 juillet 1977. Anthony, Clive, Chris et Doug partent pour une deuxième et sans doute dernière tentative. Le début de l'ascension se passe bien, la cordée parvient même à atteindre l'altitude de 6700 mètres où ils passeront la nuit. Mais la suite de l'ascension leur réserve un passage redoutable, un contrefort rocheux massif de 300 mètres. Après plusieurs jours d'efforts, d'installation de cordes, Doug et ses coéquipiers parviennent à franchir le contrefort. Épuisés par cette épreuve, Anthony et Clive décident de ne pas s'avancer plus et laissent Doug Scott et Chris tenter l'ascension finale. Il ne leur reste alors plus que les 285 mètres du pic final. Une ultime épreuve, un ultime défi avant la victoire. Ça y est, les 2 Britanniques entament l'escalade. Le froid est glacial et derrière eux s'étendent des milliers de mètres de précipices. Mais ils persévèrent, trouvent des passages, des voies, accrochent leurs pistons et répètent le processus.
Soudain, la main de Doug atteint une surface neigeuse. L'alpiniste puise dans ses dernières forces et fait quelques pas. Derrière lui, le soleil se couche. Des centaines de montagnes scintillent d'un orange doré. Le voilà au sommet, victorieux du terrible Banta Brak. Mais il serait trop tôt pour crier victoire, car il faut désormais redescendre, et en vie. La nuit arrive, et le sommet tombe dans l'obscurité. Doug commence la descente, fait quelques pas, quand soudain, son pied glisse sur une mince couche de glace. D'un coup, le voilà projeté en avant, plongeant dans le vide et chutant dans l'obscurité. Plus bas, Anthony et Clive entendent des hurlements de désespoir, puis d'un coup, un choc. La corde l'a retenu. Le voilà pendu contre le mur de roche, au milieu de nulle part. Ses lunettes sont brisées. Il tâte ses jambes, essaie de les bouger. Et là, l'horreur. Ses deux jambes se sont cassées. Le voilà perché à plus de 7000 mètres sur l'une des montagnes les plus dangereuses du globe, avec les deux jambes brisées. Affolé, Chris le rejoint et l'aide à s'abriter sur une petite terrasse. Ils vont devoir passer la nuit, accrochés sur cette minuscule terrasse, exposés à des températures glaciales. À une telle altitude, leur chance de survie est mince, très mince. Mais souvenez-vous, Clive et Anthony ont entendu Scott chuter. Ils partent alors au secours de leurs deux compatriotes et ensemble, ils arrivent à faire descendre Doug en rappel dans leur abri, une sorte de grotte de glace. Le jour se lève. Dehors, c'est la tempête. Un blizzard terrible souffle et se déchaîne sur la montagne, rendant chaque mouvement difficile. Mais pas le choix. Doug doit rentrer au camp de base le plus rapidement possible. Pour cela, il faut déjà qu'il passe par le sommet ouest. C'est le début d'un long et terrible calvaire. Dans un chaos inimaginable, nos trois alpinistes traînent Scott. Celui-ci se retrouve alors à ramper, marcher sur ses genoux. Imaginez la douleur d'un seul mètre, le corps gainé pour ne pas tomber, encaissant chaque pas sur ses genoux, le tout avec un vent si fort que vous peinez à respirer et voir convenablement. Mais à force d'efforts, d'une détermination inimaginable, ils franchissent le sommet ouest et installent leur bivouac. Après une courte nuit, nos alpinistes continuent de progresser, mètre par mètre, toujours dans le blizzard, vers le camp de base. Avec toujours la même technique. Lorsque la pente n'est pas trop raide, Doug rampe sur ses genoux, et quand il y a un précipice, il est descendu en rappel. Un travail épuisant pour ses coéquipiers, en particulier pour Chris Bonington. Affamé, épuisé, il finit par manquer de vigilance. Et lors d'un rappel, il vacille soudainement, et tombe dans le vide sur 6 mètres. Son corps entier est engourdi, blessé. Il apprendra plus tard que plusieurs de ses côtes se sont brisées. Le soir, l'équipe atteint finalement les tentes. Mais tous sont affamés. Et ils n'ont droit qu'à un pauvre sachet de thé et une soupe pour leur repas. Le vent, lui, continue de se déchaîner. Alors, les jours suivants, l'équipe d'alpinistes attend. Ils attendent une éclaircie, une opportunité. Problème, la météo est particulièrement capricieuse et il continue de neiger en abondance. L'état de Chris se détériore et les orteils de Clive commencent doucement à geler. Pire, ils n'ont toujours pas de nourriture. Alors, 5 jours après que Doug se soit brisé les jambes, notre petite équipe repart. Essayez d'imaginer la scène. Doug rampe courageusement à travers la neige, tandis que Clive, Chris et Anthony marchent en titubant, comme de véritables zombies. L'objectif du jour, atteindre le camp de base avancé, qui marque la fin des difficultés techniques et, normalement, de la nourriture. La descente est dure, mais dans la soirée, ils finissent par atteindre le camp de base avancé. Sauf que là, personne. Il est désert. Mais où sont donc passés Paul et Nick? C'en est trop pour nos alpinistes. Si demain ils trouvent le camp de base vide, sans nourriture, alors ils finiront par mourir de faim, affamés et épuisés. Ainsi, le jour suivant, Doug, Clive, Anthony et Chris atteignent le camp de base. Toujours personne. Mais au moins, ils ont enfin de la nourriture. Après tout ce temps, les voilà sauvés pour quelques jours seulement. Nick et Paul, les croyant morts, sont redescendus dans la vallée. Nos 4 survivants sont donc livrés à eux-mêmes. Doug a les genoux gros comme des melons, Chris crache une sorte de liquide jaune répugnant, et Clive a les orteils gelés. Seul Anthony se sent suffisamment en forme pour redescendre dans la vallée. Il dit une dernière fois au revoir à ses frères d'armes et s'en va chercher du secours. Pendant ce temps, les 3 autres attendent. Les jours passent et les vivres manquent. Au bout de 4 jours, il ne leur reste plus que 2 pauvres barres de céréales. Mais que fait donc Anthony? Étant dans l'impossibilité de le savoir, l'équipe prend alors une décision radicale. Regagner par elle-même la vallée. Il fabrique un coussin de fortune pour les genoux de Doug et accroche des bandages à Chris pour soulager ses blessures. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Clive aperçoit un homme.
c'est un porteur. Et derrière lui, plus d'une dizaine de porteurs, accompagnés par Nick, Anthony et Paul. Les voilà sauvés, cette fois-ci pour de bon. De retour dans la vallée, un hélicoptère les transporte à l'hôpital pour les soigner un à un. La moitié d'entre eux se sont cassés quelque chose. Mais qu'importe, tous ont survécu. Et c'est ça le plus important. Après eux, personne ne tenta d'escalader l'ogre pendant longtemps. Il faudra attendre près de 24 ans pour que cet exploit soit répété. Et à ce jour, seules 3 expéditions ont pu gravir l'ogre. Quant à Doug Scott, on pourrait croire qu'il est fini traumatisé par cette expérience. Mais non, après la terrible épreuve qu'il subit sur le Bantabrak, Doug Scott devint inarrêtable, multipliant les succès et les ascensions. Il est désormais une icône, une légende de l'alpinisme, un symbole de résilience dans les moments les plus extrêmes. Salut à tous, j'aimerais vous demander un petit service. Sur quelle région du monde aimerais-tu que je fasse une vidéo? Ça peut être l'Afrique, le Moyen-Orient, les Andes, l'Amazonie, les pôles, bref, dis-moi tout ça en commentaire.